Sylvie Retailleau, bonjour. Bonjour. Vous êtes la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci d'avoir accepté cet entretien avec nous. Merci à vous. Je vais commencer cette interview par une question brûlante. C'est le sujet de la rentrée. Les étudiants ont l'air de vivre une rentrée et une vie étudiante cette année précaire. Des aides ont déjà été débloquées et je sais que la réforme des bourses est en cours. Où est-ce qu'on en est sur ce dossier ? Alors d'abord, merci. Je pense que vous avez raison et c'est important de parler d'abord des étudiants. C'est le cœur de ce ministère. Et effectivement, après le Covid, notre jeunesse a été touchée, plus l'inflation. Les étudiants font partie de la société et ont été une population touchée aussi par l'inflation. Et donc, on a anticipé cette rentrée difficile qu'ils connaissent. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on a débloqué et annoncé en mars dernier. Et les étudiants à cette rentrée ont vu cette première étape des bourses. Le gouvernement a mis 500 millions d'euros en plus pour la vie étudiante sur les bourses. Je vais y revenir. Première étape. Et puis, je vais vous parler effectivement de l'étape finale et de cette restructuration complète du modèle des bourses. Et puis aussi sur l'accès à la restauration avec la pérennisation du repas à 1 euro, non seulement pour tous les boursiers, mais aussi pour tous les étudiants précaires et de façon le plus simple et le plus fluide possible. Parce que quand un étudiant a besoin de manger, ça n'attend pas. Et donc, avec les Crous, on a vraiment facilité l'accès au repas à 1 euro. Et puis aussi le gel des loyers Crous, le gel des tarifs de restauration, le gel des tarifs d'inscription. Et ceci pour tous les étudiants, parce que à différents niveaux, cette rentrée, on voulait aider tous les étudiants et c'est ce qui se passe à cette rentrée. Alors, ces aides pour les bourses, on a voulu aider plus d'étudiants. Donc, cette première étape des bourses, c'est l'accès aux bourses à un plus grand nombre d'étudiants. Et puis, on a voulu les aider mieux. Et en les aidant mieux, on a augmenté effectivement les bourses, le montant de chacune des bourses. On les a augmentés pour tous les étudiants de 37 euros par mois. Ça correspond à quoi? Ça correspond au moins à 6% d'augmentation, c'est-à-dire au taux de l'inflation, pour être au niveau du RSA pour les bourses de plus haut niveau, mais ça correspond jusqu'à 34% d'augmentation aussi pour d'autres étudiants suivant les échelons. Exactement, pour pouvoir aider mieux suivant les besoins et suivant les échelons. Et puis on a essayé aussi de faire en sorte d'identifier dès le début de cette première étape des bourses certains critères, certaines injustices, et comme ça je vais aller sur la réforme finale. Ce modèle des bourses est un modèle en échelon aujourd'hui, et ce modèle en échelon, en seuil, faisait que parfois, lorsque la famille ou le revenu de la famille augmentait d'une certaine somme, il perdait plus en bourse. Et donc ça va contre nos principes, le principe de quand cette valeur travaille et on aide aussi, il ne faut pas perdre plus que finalement ce que l'on a gagné par le travail. Et donc on a vraiment fait attention que personne aujourd'hui, par ces effets de seuil, ne perde. Et c'est ce qu'on va faire dans le modèle, restructuré complètement, puisqu'on remet à plat ce modèle des bourses. Et évidemment, on va on va faire en sorte que ces effets de seuil soient annulés pour le modèle futur. On a aussi essayé de tenir compte d'une certaine territorialité. La Première ministre a indiqué qu'on allait aider plus avec 30 euros supplémentaires par mois les étudiants qui étudient en Outre-mer, et puis aussi les étudiants en situation de handicap ou les aidants qui ont, on appelle ça des points de charge, 4 points de charge en plus, c'est-à-dire leur faciliter l'accès aux bourses pour ces étudiants. Donc un tas de mesures qu'ils voient déjà mises en œuvre à cette rentrée et qui nous permettent d'identifier ce que l'on va mettre en œuvre dans le futur, dans cette remise à plat sur la structuration des bourses. Alors ça c'est en train d'être fait. Quel délai vous vous êtes fixé pour la mise en place finale, j'ai envie de dire? Le calendrier, il dépend aussi, on travaille beaucoup avec le ministère des Solidarités et des Familles. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le revenu des parents qui est pris en compte pour les bourses, c'est un revenu qui est différent du revenu de référent pour toutes les autres aides sociales. Donc ça crée des problèmes de cohérence sur l'éligibilité aux aides sociales. Ça crée aussi parfois des problèmes de compréhension de comment finalement et de recours aux aides sociales. Et donc on veut rendre le système de bourse étudiant cohérent avec l'ensemble des aides sociales. C'est pour ça qu'on mène ce travail avec le ministère des Solidarités et des Familles. On essaye de regarder la cohérence le plus possible avec la solidarité à la source. Cette solidarité à la source, elle a comme objectif de lutter contre le non-recours
aux aides sociales et aussi de faciliter l'accès, et donc pour les étudiants, aux bourses avec des démarches simplifiées. Donc vous voyez, on a tout intérêt de finalement aller dans ce système-là et de prendre au moins le même revenu des parents que le revenu qui va être déterminé en référence dans ce modèle de solidarité à la source. Donc, on essaye de suivre ce calendrier, mais au plus tard, la mise en œuvre, les étudiants auront ce nouveau modèle, enfin, cette nouvelle bourse pour la rentrée 2025. Ça veut dire il faut qu'on soit prêt pour mars 2025, puisqu'en mars 2025, c'est là où on ouvre les plateformes. Donc, voilà, on essaye à la fois d'être cohérent avec la solidarité à la source et de faire un travail en cohérence et avec ce ministère, et en même temps on se fixe un calendrier maximum pour la mise en œuvre parce que nos étudiants l'attendent et ils en ont besoin, donc on travaille avec eux et on continue un peu les concertations qu'on avait lancées au mois d'octobre dernier sur la mise en œuvre. On va reprendre ces concertations et en fait on est dans le calendrier qu'on a annoncé déjà depuis le 7 octobre dernier. Très bien. 7 octobre 2022, dernier étant il y a un an. Dans la même veine, une tribune est parue en septembre. Elle émane de 14 présidentes et présidents d'université qui demandent la mise en place d'une allocation d'études. C'est un sujet qui revient de façon récurrente. Est-ce que pour vous, le sujet est clos ou encore en réflexion? Alors, le sujet, finalement, je le poserai sous la forme d'une autre question, mais je vais vous le décliner. Finalement, on peut se demander en quoi une allocation à des enfants de CSP+, va régler le problème de précarité des enfants modestes. Moi, mon fil rouge, c'est d'aider plus et d'aider ceux qui en ont le plus besoin. C'est-à-dire, c'est de donner des bourses, de faire des bourses sur critères sociaux, c'est d'avoir une justice sociale et d'avoir un modèle qui est le plus redistributif. Donc, on est basé là-dessus. C'est-à-dire que dans un contexte, je dirais actuel, où vous avez signalé les difficultés de nos étudiants, je pense qu'il est important de donner la possibilité à tous nos étudiants de faire des études dans les meilleures conditions possibles. Pour certains, je dirais que l'État n'a pas de valeur ajoutée. Pour d'autres, oui, il faut qu'on soit là, présent, pour donner cet accès, en particulier à l'enseignement supérieur, et le donner dans les meilleures conditions possibles. Donc moi, je dirais que c'est une question de principe. La philosophie, c'est d'aider mieux ceux qui en ont le plus besoin. Et donc de donner à tout le monde, sans regarder de critères, etc. Premièrement, je pense qu'on manque d'efficacité. Et deuxièmement, ça me gêne dans le principe. Je pense que notre pays est basé sur un modèle social solidaire, globalement. Pas que dans l'éducation, pas que pour aider dans les études, dans le système de la santé, des aides sociales. C'est un système redistributif, c'est un système de solidarité. Et les étudiants, ce sont des adultes. Je dirais, quand on est à l'université, quand on est dans l'enseignement supérieur, oui, on doit former des gens à avoir un métier, mais on forme aussi des citoyens éclairés. Et je crois que c'est notre responsabilité dans notre système d'enseignement supérieur de leur apprendre le principe de solidarité et le principe d'un modèle social ou d'aide sociale solidaire. Et je crois que oui, améliorer ce système de bourse, oui, le remettre à plat, mais je crois que le fait qu'il soit basé sur des critères est important par le principe et parce que ça ne réglerait pas le souci de la précarité plus qu'autre chose. Alors justement, parlons du monde universitaire, un monde universitaire que vous connaissez, dont vous venez, que vous chérissez, je pense. Actuellement, voilà, les présidentes et présidents d'université ont l'impression que l'université est un peu délaissée. Et j'ai envie de dire qu'il faudrait replacer, c'est ce qu'ils me disent en tout cas, replacer l'église au milieu du village et replacer donc l'université au sein de la nation. Qu'est-ce que vous répondez à ce monde universitaire? Alors je pense que le contexte actuellement, je comprends et je discute beaucoup avec eux. On échange énormément. Ce ministère est en contact direct avec le monde universitaire, les chefs d'établissement, les présidents, etc. Et je crois que le dialogue se passe plutôt bien, mais avec les difficultés qu'ils connaissent et que l'on connaît aujourd'hui. Le gouvernement les accompagne. Je crois que ce qu'on voit, c'est effectivement l'université en tant qu'un peu chef de file des territoires. On y travaille globalement, on regarde pour passer à des phases complémentaires. C'est une évolution qu'il y a depuis des années. On a renforcé la place des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, la place de l'université en France. C'est vrai qu'on fait en sorte que les
les citoyens, mais toutes les corps de métier, les entreprises connaissent mieux les universités. On fait en sorte qu'il y ait plus de liens, donc que les universités aient plus de liens avec les entreprises, mais que les entreprises aient plus de liens avec les universités. C'est-à-dire quand il y a des évolutions à faire, les évolutions, elles sont beaucoup des deux côtés. Et donc tout ça, c'est une dynamique qu'il y a. Je crois qu'il n'y a pas un système qui a plus évolué depuis 10 ans que le système universitaire français. Donc il y a eu de grosses évolutions et il faut continuer, et l'État, et je serai là, et mon ministère sera là pour les accompagner. Peut-être quelques exemples très concrets, les budgets, évidemment. Donc ce budget de mon ministère, qui est une partie du budget de la recherche, puisque à côté, vous avez le budget de l'Agence nationale de recherche, France 2030, je vous en parlerai. Mais le budget de mon ministère, il a augmenté de 20% depuis 2017. Il a augmenté ces dernières années, depuis 2022, l'année dernière, de 8%. Donc, c'est un des budgets en augmentation. Donc ça, c'est une preuve concrète aussi que dans le contexte budgétaire difficile, de responsabilité qu'on doit avoir, on priorise quand même la recherche et l'enseignement supérieur avec un budget en augmentation. Et puis, ce budget n'est pas représentatif de l'ensemble, puisqu'il y a aussi la loi programmation de la recherche. Cette loi programmation de la recherche, c'est quand même 25 milliards sur 10 ans qui ont été mis pour la recherche, pour justement une meilleure attractivité des salaires, parce qu'il y en a besoin, il y en avait besoin. C'est un peu un rattrapage d'un retard qui avait été pris et que ce gouvernement a fait avec cette loi programmation pour la recherche. C'est aussi une amélioration du taux de réussite des appels à projets. Parce que nos chercheurs nous disent, on perd un temps et ça devient lourd, mais ce qui est très lourd, c'est quand vous déposez un dossier et qu'il y a 10%, 15% de taux de réussite. Ça, c'est inacceptable. Le taux de réussite aujourd'hui, en quelques années, depuis 2020, est passé de moins de 15% à 24%. Et on va arriver à 30%. Donc, ça devient des taux de réussite, quand on dépose un projet, comparable à ce qui est en Europe et à l'international. Donc aujourd'hui, il y a un investissement sur les salaires, un investissement sur les rémunérations, sur aussi les taux de projet, les taux de réussite, qui est quand même un taux d'investissement fort. Et puis on a sur les 54 milliards de France 2030, la partie recherche, enseignement supérieur, c'est quand même 13 milliards d'euros. Donc là aussi, un investissement fort pour pouvoir faire des projets de recherche, des projets prioritaires de recherche sur la santé, les énergies décarbonées, tout ce qui est lié à l'environnement, à l'écologie, mais aussi le quantique, mais aussi, voilà, il y a l'intelligence artificielle, donc des sujets qui comptent dans le monde de la recherche à l'Europe et à l'international. Donc l'université n'est pas et ne sera pas une variable d'ajustement des budgets. En tout cas, vous y travaillez. L'université fait partie d'un contexte budgétaire compliqué. Et je pense qu'en tout cas, on travaille ensemble pour que, comme vous l'avez dit, l'université ait sa place pleine et entière dans notre société, parce que c'est l'avenir de notre jeunesse, parce que c'est la réponse aux défis sociétaux que l'on connaît, parce que c'est juste notre avenir à tous qui fait partie aussi de cette dynamique de formation. Et c'est là où on crée les talents, et cette dynamique de recherche et d'innovation, puisque c'est là qu'on répondra et qu'on répond aujourd'hui aux problématiques et aux défis et aux enjeux de notre société. Un tout autre sujet, vous avez parlé à la conférence de rentrée, votre conférence de rentrée, de la création d'un nouveau label, un label finalement de qualité pour les formations, qu'elles soient publiques, en l'occurrence, voilà, ou privées. Est-ce que vous avancez sur ce sujet? Parce qu'il avait aussi été question d'une plateforme qui recenserait toutes les formations publiques et privées. Tout ça, évidemment, toujours dans le même but, donner plus d'informations, une information plus claire sur les formations aux jeunes et à leurs familles. Qu'en est-il actuellement? Alors oui, ce point a été remonté beaucoup par les familles et les élèves et les étudiants. Et d'ailleurs, vous le trouvez dans le rapport de la médiatrice de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale. Et le point qu'elle m'a mis en exergue cette année, qu'elle m'a mis en avant vraiment fortement, c'est ce problème de se retrouver dans une offre de formation publique et privée qui devient
très forte, avec une offre de formation privée qui augmente. Et dans les formations privées, vous avez de tout, comme toujours. Vous avez des formations publiques qui, comme les formations privées, sont d'excellent niveau, transparentes, qui disent les choses. Et puis, vous avez des formations privées qui ont un problème de transparence, de communication, je dirais, claire, voire d'adaptation de leur formation à un public donné. Et moi, mon public, ce sont les jeunes, les plus jeunes qui sortent du lycée, ceux qui sont en formation initiale et toutes les formations du privé qui parfois correspondent plus à de la formation continue pour des gens qui sont déjà dans les métiers, qui vont venir chercher une compétence donnée, mais qui sont moins adaptés pour un jeune, pour qui le côté d'accompagnement, de pédagogie vraiment progressive, vous savez, je dis le métier d'enseignant, c'est un métier. Ça ne s'improvise pas. Tout le monde ne peut pas s'improviser enseignant. Et entre avoir, je dirais, des gens de métiers d'extérieur qui viennent faire profiter de leur expérience et donner leur vision à nos étudiants, on en a besoin, parce que nos étudiants de l'enseignement supérieur, ils doivent aller s'insérer vers des métiers, donc ils doivent acquérir des compétences en plus de connaissances, et puis découvrir les métiers. Donc il est intéressant d'avoir une partie du corps enseignant, enfin du corps qui intervient en enseignement, qui soit des corps métiers de l'extérieur. Mais il faut aussi une partie permanente d'un socle d'enseignants, de métiers, qui va accompagner, aider, faire de la vraie pédagogie, donner les bases, etc. Et ça, un jeune étudiant en formation initiale n'a pas les mêmes besoins qu'un adulte qui est déjà dans sa carrière et qui va avoir besoin d'une formation continue. Et je pense que c'est en ce sens que l'on se doit à l'enseignement supérieur et à la recherche, dans mon ministère, d'éclairer, de donner des informations transparentes, de dire, voilà, ces informations, c'est pour ce public-là. Je vais vous le donner de façon la plus simple. Il n'est pas question de rajouter une couche, un label par rapport à... Il y a des labels qui existent de formation classique, voire de formation métier par France Compétences. C'est pour ça qu'on travaille avec le ministère du Travail. Oui. C'est un travail qu'on fait ensemble. C'est pour ça qu'on a réuni aussi tous les, je dirais, les acteurs d'écoles, d'universités, du privé et du public pour lister un peu les besoins, essayer de comprendre ce que on avait comme alerte, comme retour, en particulier dans ce rapport de la médiatrice, d'essayer de proposer ces critères, et ensuite on est en train de travailler avec les étudiants et leurs familles pour adapter l'information, effectivement, un label simple, peut-être pas en rajouter, complémenter ce qui existe. Est-ce qu'il faut une plateforme en plus ou essayer de le mettre sur ce qui existe? Toutes ces questions, c'est les questions qu'on est en train de traiter, qu'on est en train de travailler avec les différents acteurs, que ce soit les acteurs de formation ou que ce soit le public qui est intéressé, les étudiants et leurs familles, pour avoir quelque chose de compréhensible, de clair, sans en rajouter des couches et qui correspondent vraiment à leurs demandes et à leurs besoins. Donc c'est un travail en cours et qui va déboucher dans l'année. Je pense qu'il vaut mieux prendre un peu de temps, mais d'avoir quelque chose qui est fait en cohérence avec l'ensemble des acteurs et le ministère du Travail, plutôt que de se précipiter et avoir quelque chose qui ne correspond pas à la demande. Mais c'est en cours et ça va être fait. Oui, parce qu'on parlait d'une plateforme qui sortirait, je pense, en janvier 2024 pour accompagner la... Parcoursup, mais ça paraît un délai un peu court peut-être. Exactement. Donc c'est en cours, ça va être fait, ça sera fait pour l'année prochaine, ça c'est sûr. Cette année, pour voir comment on lance les choses, parce que voilà, il faut aussi que ces formations, en particulier dans le public, toutes les formations sont évaluées. C'est une obligation. Dans le privé, certaines sont évaluées, mais pas toutes. Eh bien, si on demande une certaine évaluation, qui peut être plus ou moins légère, il faut aussi le temps que ces formations et que ces établissements puissent faire ces évaluations. Donc, il y a l'établissement des critères, l'impact de ces critères, la compréhension par le public, comment on va les présenter, les mettre accessibles, et puis ensuite la mise en œuvre. On parle de plateforme, je vais vous parler de Parcoursup. Les épreuves de spécialité du bac sont revenues au mois de juin, c'était en mars précédemment. Du coup, les 2 notes de spécialité de terminale ne seront pas pris en compte dans le dossier Parcoursup. Vous avez évoqué de nouveaux éléments qui permettraient de sélectionner, puisque ces notes visiblement de spécialité étaient quand même un appui pour les jurys en face dans les établissements. Est-ce que vous avez évolué sur le sujet? Est-ce que voilà, on a un peu plus d'informations sur ces nouveaux critères d'examen qui pourraient exister?
tester? Alors, vous l'avez dit, Parcoursup, c'est une plateforme qui évolue depuis sa création. Elle évolue parce qu'il y a 23 000 formations dessus. Donc, on voit que finalement, cette richesse doit être guidée, transparente. Donc, on évolue, on travaille depuis à faire en sorte que les informations soient plus transparentes, les critères qu'utilisent les enseignants du supérieur. Hein. Je redis toujours, et j'en profite, Parcoursup n'est pas un algorithme. Derrière Parcoursup, il y a des commissions d'examen des vœux, des commissions qui sont faites avec des enseignants du supérieur qui regardent tous les dossiers et qui ensuite rentrent le résultat sur la plateforme Parcoursup. Donc, pour ces critères de ces commissions d'examen des vœux, eh bien, on a travaillé cette transparence. On a aussi travaillé le lien entre le partie lycée et la partie supérieure. Et ce que vous avez dit, c'est qu'effectivement, les épreuves de spécialité rentrées permettaient d'avoir des notes pour le supérieur dans les examens des vœux. Donc, effectivement, on travaille aujourd'hui avec le ministère de l'Éducation nationale pour voir comment on va continuer à donner finalement, à avancer dans un positionnement, je dirais comment l'étudiant, l'élève de terminale avec ses notes se situe par rapport à son lycée d'ensemble, voire à son académie. Et l'idée, c'est d'aller vers une certaine normalisation au niveau national des notes qu'il a eues en cours d'année ou voilà. Donc cette année, on va essayer de regarder, et c'est un travail qui est en cours, et bientôt avec Gabriel Attal, on vous présentera un petit peu les évolutions de façon très concrète, mais effectivement, on regarde comment faire en sorte que ces notes acquises tout au long de l'année, eh bien, l'élève, les enseignants du supérieur puissent mieux situer un élève au niveau de son lycée ou au niveau de son académie. Donc c'est en cours, et puis on continue toujours à regarder, pareil avec les retours du rapport de la médiatrice, les retours que l'on a pour améliorer la transparence, essayer de diminuer les périodes de stress. Donc les calendriers vont pas trop changer, parce que l'année dernière, je pense qu'on avait fait un gros progrès là-dessus, avec une phase principale qui ne durait que 37 jours. Je rappelle qu'initialement, elle durait 108 jours. Donc on a vraiment réduit les phases pour réduire ce stress qui est compréhensible à une période où un élève doit choisir finalement sa formation pour son avenir. Et à la période à laquelle il passe le bac aussi. Exactement. En même temps. Donc, ils cumulent les raisons de stress, et donc on est là pour leur faciliter la vie. En même temps, c'est une période de stress et c'est bien normal, donc il faut apprendre à gérer. Mais nous, on est là pour essayer de leur donner des informations le plus claires, le plus précisément possible, et de raccourcir effectivement ces périodes de stress et de les mettre au meilleur moment en combinant avec les épreuves de bac. Et c'est pour ça qu'on travaille vraiment main dans la main avec le ministère de l'Éducation nationale. Et on a fait cette évolution avec Gabriel Attal, parce que tous les deux, on est persuadés que cette reconquête du dernier trimestre et du dernier semestre était fondamentale. Parce que quand on a un élève de terminale bien formé, jusqu'au bout, eh ben on aura un étudiant à la rentrée mieux formé, et c'est du gagnant-gagnant. Donc tout ce qui est bon pour le secondaire, pour l'éducation nationale, est bon pour l'enseignement supérieur, et on essaye vraiment de combiner les deux, et c'est un travail que nos deux ministères font vraiment ensemble. Autre plateforme, toute nouvelle celle-ci, Mon Master, donc pour s'inscrire en Master 1 universitaire. Je sais que des évolutions pareilles sont en cours pour l'année prochaine, les premiers chiffres sont sortis. Vous, quel bilan actuel vous tirez de cette plateforme, et qu'est-ce que vous pensez devoir changer sur cette procédure ? Oui, Mon Master, c'était la première année. C'est la première année qu'on a mis cette plateforme. Peut-être, moi je tire toujours des bilans, il y a toujours du plus, il y a toujours du moins à un bilan. Et surtout, on avait dit qu'on ferait un retour d'expérience à la première année pour pouvoir faire évoluer cette plateforme. Donc, comme vous l'avez dit, c'est ce qu'on est en train de faire, et il y aura des évolutions sur l'année prochaine. Le premier bilan qui est positif et qu'il faut dire, c'est ce bilan de dire, avant, comment ça se passait avant ? Avant, il n'y avait pas de plateforme nationale, donc un étudiant n'avait aucune visibilité à un endroit donné de l'offre en master. Il fallait qu'il aille sur chacun des sites de chacune des universités ou des écoles. Donc, vous imaginez le travail d'information. Alors, évidemment, il y a les journées portes ouvertes, il y a les salons, mais il n'y avait pas d'endroit où l'offre était présentée et lisible. Cette plateforme, elle a déjà comme intérêt de présenter en un endroit toute l'offre de formation. Ensuite, il n'y avait pas de calendrier commun, c'est-à-dire une université donnait des dates de dépôt de dossier et de résultats, une autre d'autres dates.
on a fait un calendrier unique. Donc les étudiants savent quand ils doivent déposer leur dossier partout et savent quand ils auront une réponse et comment choisir. Donc ça, c'est important parce que je pense que ça donne une facilité d'accès, une lisibilité à comment postuler. Et puis ensuite, il n'y avait pas je dirais, de façon de gérer l'allocation des places. Donc un étudiant était pris à 5 endroits. S'il oubliait de dire aux 4 autres qu'il allait à un endroit et qu'il n'allait pas aux autres, eh bien, on se retrouvait à la rentrée avec des places vides dans des amphis qui étaient initialement en tension, c'est-à-dire où on avait refusé des gens. Et donc, on voit que l'allocation, la gestion des places était quelque chose de fondamental. On ne peut pas se permettre de refuser des étudiants et le jour de la rentrée, de s'apercevoir qu'un tiers de l'amphithéâtre était vide parce que, on n'avait pas de gestion de cette allocation des places. Cette plateforme, elle permet tout ça. Elle permet d'avoir la lisibilité, elle permet d'avoir un calendrier unique, donc se savoir où on va des deux côtés, et elle permet de gérer l'allocation des places. C'est-à-dire qu'on donne les résultats, il a toutes ses réponses, et un étudiant doit dire ce qu'il prend et se désister, ce qui nous permet de proposer les places vides à d'autres étudiants. Et donc avec cette plateforme, on a eu au 15 septembre, si on fait le bilan au 15 septembre, on avait 10 000 propositions de plus que l'année dernière. C'est-à-dire qu'on a eu 156 000 places de master proposées, alors que l'année dernière, à la même époque, on n'en avait que 146 000. Donc c'est déjà une évolution, et bien plus tôt, c'est-à-dire qu'on a fait le bilan mi-septembre, mais déjà fin août, on avait beaucoup plus d'étudiants qui savaient où ils allaient à la rentrée. Ce qui est quand même important pour pouvoir chercher un logement, se préparer, etc. Donc c'est une meilleure anticipation, une meilleure allocation des places. Donc ça, je pense qu'il faut le dire, et ça continue puisqu'ensuite, il pouvait avoir les saisies rectorales pour tous les étudiants qui n'avaient pas et continuer à être accompagnés. C'est vrai, sont unanimes sur le sujet, le fait de pouvoir connaître les places disponibles, les places prises, exactement. Par contre, alors ça, c'est le point positif qui était recherché et qui, je crois, est déjà atteint pour cette première année. Et puis, il y a eu des bugs pendant l'année. Alors moi, je voudrais quand même remercier les services parce que tous les bugs qui ont été signalés ont été à peu près résolus en une journée. Et donc, les services ont été très réactifs pour essayer d'offrir, malgré les bugs, parce que c'était la première année et malgré les problèmes, un service aux étudiants. Donc, et nous les avons identifiés et donc, évidemment, il va y avoir une amélioration sur tous les problèmes qu'il y a eu cette année. Et puis, il y a eu aussi des identifications d'amélioration d'ergonomie, d'utilisation de la plateforme. Et puis, il va y avoir une phase complémentaire que nous n'avions pas mise cette année. C'est vrai que les établissements ont dû se mobiliser pour une phase complémentaire fait un peu manuelle par les établissements, encore une fois pour offrir ce service aux étudiants, et je voudrais vraiment les en remercier parce que je crois qu'il y a une grosse mobilisation, un gros travail dans les établissements et aussi du côté des services du ministère. Et donc nous allons mettre comme prévu une phase complémentaire liée à la plateforme cette année, ce qui sera beaucoup plus fluide, et regarder aussi les conditions de dépôt, de travail pour l'apprentissage, pour la formation initiale. Donc tout ça est en train d'être avec ce retour d'expérience, et aussi bien au niveau utilisation, ergonomie, phase complémentaire que d'autres critères sont en train d'être vus. Parce que vous parlez d'apprentissage, en effet, je pense que c'était la partie des inscriptions au master en alternance qui était un peu plus problématique. Vous êtes en train d'étudier la question. Exactement. C'est en train de ce retour particulier sur l'alternance, l'apprentissage est en train d'être vu pour que la plateforme, il y avait, je dirais, 2 types de populations qu'on avait déjà identifiées et sur lesquelles on savait qu'il y aurait des traitements un peu spécifiques. C'est les étudiants en alternance, en apprentissage et les étudiants internationaux. On a beaucoup d'étudiants internationaux en master. Les étudiants viennent, la France est un pays attractif, donc soit nos étudiants partent en mobilité, soit ils arrivent, et donc c'est ces étudiants avec des profils, des accès un peu différents, des périodes aussi de candidature un peu différentes que nous devons regarder de plus près avec l'expérience de cette première année. Dernier sujet, et pas des moindres, vous l'avez cité tout à l'heure, l'intelligence artificielle. Alors c'est une évolution, une révolution, le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche a déjà commencé à s'en saisir. Vous, quel est votre avis là-dessus? Alors pour moi, oui, c'est une forte évolution, il faut qu'on s'en saisisse. C'est un pas technologique, il faut qu'on s'en saisisse. Alors en recherche, on est
je dirais, saisi depuis longtemps. Donc, c'est des choses que l'on connaît, c'est un outil qui est maîtrisé dans notre domaine, dans nos communautés, mais pas dans toutes les disciplines. Hein. Pour ceux qui travaillent sur le domaine, je dirais que c'est un accès facile et du coup, ils le transfèrent en enseignement, mais dans toutes les disciplines, ce n'est pas le cas. Donc, en fait, effectivement, je pense qu'il faut apprendre à utiliser l'intelligence artificielle. Donc, on a une rupture dans les métiers, ça va donner lieu à des adaptations et des reconversions et des formations continues fortes dans les métiers. Donc, nos établissements doivent vraiment faire des formations non seulement initiales adaptées, mais en formation continue. Donc là, je parle au niveau de l'outil en tant que métier, c'est-à-dire qu'une utilisation cœur de métier, mais je dirais une utilisation quotidienne, c'est-à-dire qu'elle doit s'intégrer aussi comme outil dans l'enseignement, comme savoir l'utiliser, pas simplement en tant que métier, mais en tant que citoyen. On doit accompagner parce que sinon on va avoir des ruptures d'égalité. On a connu ça, c'est pas nouveau, on l'a connu depuis le Minitel, avec Internet, aussi bien chez les personnes plus âgées, etc., où l'accès à l'informatique, l'accès à l'Internet, crée des difficultés dans je dirais les actes de tous les jours, les actes administratifs, voilà. Donc, je crois que effectivement, l'enseignement supérieur et la recherche doit s'emparer et doit prendre sa charge aussi, sa place au niveau des formations. Donc, non seulement l'utiliser comme outil d'apprentissage, je veux dire, il existe. L'intelligence artificielle, il est là. Donc, le refuser ou trop le contraindre, même s'il faut que l'on anticipe des règles d'éthique, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc oui, il faut encadrer cette intelligence artificielle, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Donc il faut l'encadrer, il faut regarder les points d'éthique, mais il faut surtout, je dirais, s'en emparer, savoir les limites. Et est-ce que l'intelligence artificielle fait ou fera plus de mal que les réseaux sociaux? Je n'en suis pas sûre. Et on voit bien que c'est une éducation aussi, c'est-à-dire apprendre à gérer l'information, apprendre à utiliser, apprendre à la mettre, à la référencer, apprendre à reconnaître. Et de certains outils d'intelligence artificielle vont se développer des outils de reconnaissance de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Oui. Donc c'est toute une recherche qui se développe en parallèle, mais je pense qu'on a la responsabilité de réfléchir à l'éthique, de réfléchir au cadrage, de l'intégrer dans la formation, en tant que métier de reconversion, mais aussi en tant qu'outil d'apprentissage et d'apprentissage aussi, d'accessibilité aux citoyens. Donc c'est un sujet majeur pour l'enseignement supérieur et la recherche. Parce que ça veut aussi dire changer finalement la manière d'enseigner. Est-ce que nos enseignants-chercheurs, les professeurs sont prêts ? Alors de toute façon, la manière d'enseigner, la réponse est oui, il faut changer, mais c'est un changement continu. Je veux dire, quand vous aviez 20-30% de jeunes qui avaient le baccalauréat, vous aviez certains profils d'étudiants à l'université. Et puis l'université formait beaucoup avec une vision bac plus 5, etc. Aujourd'hui, c'est 90% de jeunes qui ont le baccalauréat. Donc nos profils sont diversifiés. Notre jeunesse a des parcours non linéaires et très riches, et c'est très bien. Il y a des sorties au niveau du bac, des sorties à bac plus 3 qu'on doit avoir et qu'on doit accompagner à bac plus 5. Et donc, l'évolution de l'enseignement, je dirais que c'est perpétuel. Et on n'a pas attendu l'intelligence artificielle pour faire évoluer un enseignement adapté à nos profils d'étudiants. Les pédagogies inversées, les pédagogies par projet, etc. Ça existe depuis des années et on s'adapte. Les pédagogies qu'il y a dans les instituts universitaires technologiques, les IUT, sont pas les mêmes que dans certaines licences plus fondamentales, etc. Parce qu'on n'a pas les mêmes profils d'étudiants et on n'a pas les mêmes objectifs pédagogiques. Donc l'intelligence artificielle va être un outil supplémentaire qu'il faut intégrer dans nos pédagogies, qu'il va falloir faire évoluer. Et je pense que c'est aussi un outil qui va peut-être nous permettre de aller vers, moi je défends beaucoup de dire, au XXIe siècle, vu la quantité de choses à apprendre ou la quantité de connaissances disponibles, il faut mieux bien avoir les bases, et ensuite former nos étudiants à apprendre et pas absolument leur remplir la tête de tout ce qu'on voudrait. Il faut qu'on arrête de former des clones, mais qu'on forme des gens qui vont être adaptables et qui vont justement pouvoir aller chercher l'information. Et l'intelligence artificielle, c'est ça. C'est parfois comment aller chercher une information plus rapidement, plus vite, comment gagner du temps,
comment vraiment avoir accès à tout un tas de domaines sur lesquels on n'aurait pas accès ou par notre formation on n'aurait pas accès. Et je pense qu'il faut à la fois alerter des dangers, alerter des dérives, c'est pour ça qu'il faut cadrer et faire valoir ce problème d'éthique de l'intelligence artificielle, mais à la fois donner aussi ce panorama de richesse qu'il offre, d'accès à cette information et comment on y a accès, quel apprentissage on met en œuvre pour pouvoir y avoir accès en limitant le danger. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur. De toute façon, pour moi, la peur a toujours été mauvaise conseillère et ça ne sert à rien d'avoir peur. Mais il faut savoir comment l'utiliser au mieux. Et oui, en cadrant, en mettant les limites et surtout en leur apprenant à l'utiliser. J'espère que vous reviendrez nous en parler d'ici quelques mois ou une année. Merci. En tout cas, Madame la Ministre, merci beaucoup pour cet échange et toutes ces informations. Merci beaucoup.